suis vraiment ravie de vous recevoir tous. Bienvenue. Prenez place, voilà, mettez-vous parmi vous, des places. Ça continue à rentrer. Oh, vous êtes nombreux, c'est incroyable. Merci d'avoir répondu si massivement à ce thème de conférence. Vous venez d'un peu de partout, d'APM, du réseau BNI, du réseau Rotary, de la SAGEC. Vous venez d'amis, il y a des gens que je ne connais pas parmi vous, c'est extraordinaire. J'adore parce qu'il y a des retraités, il y a des étudiants, il y a des jeunes, il y a des vieux. Il y a pas les retraités ne sont pas les vieux, c'est pas auxquels je pense. Il y a... On peut être retraité très jeune dans sa tête. Et des gens au chômage, des gens qui ne sont pas... Enfin, je trouve ça extraordinaire d'avoir un peu un échantillon de la société pour moi, c'est extraordinaire. J'ai choisi le cloître parce que je me suis dit que c'était un lieu idéal pour se poser la réflexion, pour se dire... Et si on s'arrêtait pour réfléchir un peu sur l'homme, la relation au travail et l'épanouissement au travail. Alors évidemment, après, on va manger. Et ça sera les tapas. J'aime bien mixer les univers. Le cloître pour réfléchir, les tapas quand même, il n'y a pas que les nourritures célestes, il y a un peu de nourriture terrestre pour faire l'ensemble. Et puis je suis venue accompagnée du réseau Talent et Trajectoire. Mes collègues, ils sont là. Je leur demande de se lever parce qu'ils sont venus me soutenir et vous les verrez tout à l'heure parce qu'ils pourront répondre à toutes vos questions. Je suis très contente. Merci. Et moi. Voilà, ils sont là, merci à vous d'être là. On parlera d'eux tout à l'heure. Et puis autre chose, je suis venue aussi accompagnée d'un invité surprise que vous n'avez peut-être pas tout à fait vu, qui est là et qui s'appelle Antoine Chéreau. Et Antoine Chéreau est cartooniste, il est dessinateur de presse. Ça fait 10 ans, je crois, qu'on travaille ensemble. Et Antoine, voilà, il est là pour dessiner tout haut ce que tout le monde pense tout bas pendant une conférence. Je vous garantis que je ne sais pas ce qu'il va dessiner. Il improvise, en fonction de ce que je dis. Il a priorité sur moi, c'est-à-dire que finalement c'est lui qui m'arrête et je découvrirai avec vous ce qui se passe. Donc, pourquoi Antoine ? Parce que j'aime parler des choses sérieuses sans qu'on se prenne au sérieux. Et c'est le but de la soirée. Alors on est là pour fêter l'ouverture de ma nouvelle activité, puisque je suis en reconversion et que j'ai lancé en mars mon nouveau cabinet. Et je fais donc partie maintenant je suis membre maintenant du réseau Talent et Trajectoire. Donc on est là pour fêter ça et on est là pour vous expliquer un peu les fondements de toute notre démarche et d'accompagnement professionnel. Alors pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Vous connaissez le transporteur DPD ? Ne faites plus jamais appel à eux. Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Vous avez des livrets devant vous, des petits blocs-notes, sauf que ce n'est pas du tout ce que vous auriez dû avoir. Ils étaient super beaux les autres, c'était double face, sauf que DPD, 250 blocs-notes, ils ne les ont jamais livrés, ils ont signé à ma place, ils ont fait croire qu'ils avaient livré, ils sont partis avec. Alors là, j'ai commencé à vraiment m'agacer, on a fait en vitesse les blocs-notes que vous avez devant vous. Et puis je m'en dit, attendez, il faut que vous traciez votre colis. Alors j'ai essayé de tracer mon colis en mettant mon nom, et là, qu'est-ce que j'ai vu apparaître sur mon téléphone ? Nous vérifions que vous êtes humain. Cette opération peut prendre quelques secondes. Et là, je me suis dit, on n'est jamais trop prudent, c'est ça. Mais là, je me suis dit, mais l'heure est grave. Quand ils vérifient si on est humain, ils ne vérifient pas mon identité. Ils vérifient si on est humain. Là, je me suis dit, attends, il faut rentrer dans la résistance. Technologie dépasse la science. Ça, c'est Étienne Klein, un physicien, qui nous disait ça. Regardez, la technologie dépasse la science. Quand vous utilisez votre téléphone, vous ne savez même pas comment ça marche. Vous appuyez sur l'écran, on s'envoie une appli, vous ne posez même plus la question. Voilà, la technologie, elle écrase complètement l'homme, quoi. Donc bref, on est là pour parler de notre humanité. On va résister, on va parler d'hommes et de femmes, de talent, de singularité. Et il n'y a pas que moi, parce que c'est marrant, au même moment où il y avait cette anecdote-là, qui m'a quand même... Je me disais, on n'arrête quand même pas le progrès. Et j'ai découvert ça, que pour d'autres personnes, notamment JR, le photographe JR, qui est un photographe, pour qui lui aussi, la question des talents des uns et des autres était un enjeu majeur. Et je ne sais pas si vous connaissez cette photo. JR, c'est un photographe qui est parti à San Francisco, interviewer 1200 personnes, avec un camion studio, sur comment ils voyaient leur vie, qu'est-ce qu'ils aimaient dans la vie, pourquoi ils vivaient, quel était le sens de leur vie. Et il a fait une fresque monumentale et vivante à San Francisco, où vous cliquiez avec votre téléphone sur les personnages, et la fresque se mettait en mouvement, et vous entendiez la personne vous raconter sa vie.
C'est-à-dire que l'individu ne disparaissait pas derrière le collectif, comme l'individu ne doit pas disparaître derrière la technologie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, je voulais le partager, et c'était voilà, une manière d'entrer en résistance avec d'autres et pas que moi. Alors, renouons avec ces talents, j'avais envie de parler juste un petit peu de moi quand même, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas ici. Donc je suis Delphine, j'ai 57 ans, j'élève 3 enfants avec Sébastien qui est ici, et j'ai 32 ans d'expérience professionnelle, et j'ai commencé dans la communication au sein de France Télécom, devenue Orange après, où j'étais consultante pour le président Michel Bon de France Télécom au moment où on a ouvert le capital avec 150 000 fonctionnaires qui n'avaient jamais regardé une action de près. Il fallait leur dire, mais voyez, on va ouvrir le capital et vous allez pouvoir devenir actionnaire. Un grand moment de communication, de crise à gérer. Et puis au bout de 15 ans, j'ai le sentiment que c'était vraiment un centre de coût, la communication, même si je respecte beaucoup les gens qui travaillent dans la com, mais j'étais au sein de France Télécom un centre de coût et je voulais devenir un centre de profit. Alors je lance avec Jérôme Tessier la société Legisway, qui est une société, un éditeur de logiciels juridiques, qui fait des ERP juridiques. On était les premiers, c'était en l'an 2000, personne ne faisait ça. Les juristes travaillaient avec le crayon de bois, la gomme et le papier, Excel ils ne connaissaient même pas. Ils n'avaient même pas d'outils informatiques pour gérer leurs contrats, leurs contentieux. On se lance, start-up, et ça marche. 18 ans plus tard, on était 5, puis 10, puis 20, puis 30, puis 40, 50, 80, 100. Et à 100, on se vend. Et on se vend au groupe Wolters Kluwer, groupe international. Pour ceux qui s'intéressent, j'assure également l'animation du goûter d'anniversaire. Ça commence. Et là, il ne faut pas être dérouté. Bon, bref, j'en étais où? Et ça marche. Et ça marche et on se vend. Mais tout ça pour vous dire que j'ai connu toutes les étapes de la start-up, la TPE, la PME, la hold-up aussi, à la fin, on veut le dire un petit peu. Et donc j'ai connu les nuits blanches des salaires qu'on ne peut pas payer de la start-up, les nuits blanches du cash qu'il faut chercher tout le temps. J'ai connu, quand on arrive dans le groupe Wolters Kluwer, je deviens directrice marketing internationale avec l'enjeu tous les salariés, hein, tout le monde est rentré dans le bateau. Et il fallait lancer le logiciel sur les États-Unis. Et alors là, je découvre un monde de financiers, groupe coté en bourse, avec des dirigeants américains, je n'arrivais même pas à les comprendre, les Hollandais n'en parlent pas. Compliqué. Mais on lance, on réussit. Et plus ça allait, plus je plaisais. J'ai quand même réussi à avoir la meilleure note de meilleur manager en Europe. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais enfin, je te dis, j'aimais beaucoup manager. Et pourtant, plus ça allait, plus j'étais en panne, et plus j'étais démotivée. Et il y avait un truc incroyable, je réussissais tout le temps, ça marchait en permanence, mon boss était super content, et moi, plus ça allait, et plus je sentais que je m'éloignais de moi. Et à un moment donné, je me suis sentie tellement en panne, tellement décalée, que j'ai démissionné. Et là, je suis un peu paumée, et je cherchais qui peut m'accompagner dans cette deuxième partie de ma vie, quoi. 57 ans, dites 56 ans exactement. À ce moment-là, comment je fais? Une compétence, rien ne m'intéressait. Et puis, quoi? Ah, vous nous quittez alors que nous venons d'installer un baby-foot. Ah oui, mais justement, on va en parler, exactement. Exactement. Et je rencontre Xavier Caille, et qui me parle de talent, et qui me parle de sa démarche, et je me dis, bon, cool, ces gens-là, il faut que j'aille voir. Et je me fais accompagner par Cathy, qui est là. 5 mois, parce qu'un accompagnement, c'est 5 mois, 6 mois. Et à la fin de l'année, mais je comprends, c'est une révélation, c'est une fulgurance. Mais voilà pourquoi j'étais plus bien dans ce groupe. Parce que ma créativité n'était pas là, parce que j'avais pas cette place d'espace-là, parce que ceci, parce que cela. Enfin, après, c'est très personnel. Et à la fin, je me dis, mais ce que j'aime, moi, c'est relever et révéler l'autre. Et mon Dieu, ce métier, mais c'est vous qui le faites. Je vous rejoins. C'est vrai. Et donc, à ce moment-là, je crée la structure en vie parce que je vais être dans le vivant et toujours dans l'entreprise, mais à l'extérieur. Et pour aider tous ceux que je croise. Voilà, ça c'est un peu moi. Et donc, je rejoins le réseau que vous voyez là parce qu'on est quand même nombreux. Et que ça n'arrête pas, c'est un réseau de référence sur l'accompagnement professionnel et qui n'arrête pas de grandir puisqu'nous enregistrons à peu près entre 5 et 8 nouveaux franchisés par an. Donc ça ne fait que grossir et on va en parler tout à l'heure. Je donnerai la parole à Xavier. Alors, le sujet de la conférence, c'est ça. C'est renouer avec ses talents pour être heureux au travail. L'accompagnement qui fait la différence. Sauf que,
La première partie, c'est que le constat, et c'est ce qui fait que j'ai envie de faire ce travail-là, bah, c'est qu'on souffre. C'est que la souffrance, dans le monde du travail, c'est quand même quelque chose qui nous touche tous et qu'on voit tous. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a le Ipsos 2023, il fait un sondage, Malakoff Humanis qui demande à Ipsos de faire un sondage. 50% des Français pensent changer d'emploi d'ici les prochaines années. Déjà. 44% des femmes, 32% des hommes souffrent de fatigue, d'insomnie, d'anxiété. 47% des moins de 34 ans s'avouent désengagés au travail. Grave. Là, c'est grave ces chiffres-là. 29% des moins de 30 ans déclarent avoir vécu un burn-out. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la crise de la quarantaine, qui se faisait quand on est entre 45 et 50 ans, s'est décalée et s'est rapprochée. Et maintenant, ceux qui ont 28 ans, 28-30 ans, sont dans leur crise de la quarantaine. Donc on a un problème sociétal qui est là. Il n'y en a pas un ici qui ne se reconnaît pas, je suis sûre. Ou qui ne pense pas à quelqu'un qui est dans un de ces 4 schémas de pourcentage. Sauf que, j'entends rire déjà, c'est incroyable. Sauf que c'est pas que les adultes, et c'est que ça touche les jeunes. Et quand on voit ces chiffres, toi aussi, c'est pas trop l'éclat au bureau. Oh non, oh non, oh non, t'as pu faire mieux parfois quand même. Excuse-moi, mais là... Mais bon, il a raison, c'est un vrai problème sociétal d'envergure. Et donc nos jeunes sont concernés exactement pareil. Et qu'en fait, on voit que 44% des jeunes de 16 à 25 ans déclarent avoir été confrontés à des difficultés d'orientation. Clairement, pour beaucoup, les choix d'orientation se passent beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. Vous avez un jeune, au moment où il faut rentrer dans Parcoursup, déjà c'est la trouille pour toute la famille. Excusez-moi, Parcoursup, ici, tout le monde tremble. Hein. Mais c'est vrai. Combien de personnes ici ont fait toutes les lettres de motivation de leur gosse, ont rentré tous les noms, le CV dans le CV de Parcoursup, hein, osez le dire. Il n'y a pas un parent qui ne l'a pas fait. Toi, on va. En tout, c'est sûr. Parcoursup, on ne vous apprend pas à vous connaître, on apprend à cocher des cases. Okay, bon. Sauf que les jeunes sont paumés, quoi. Je vais être astronaute, je peux peut-être être médecin, puis peut-être agriculteur, et puis finalement, j'ai envie de faire du théâtre, ingénieur. Ça va du simple. J'ai vu des jeunes, mais paumés, quoi. Entre astronaute, médecin, ingénieur, il y a quoi le commun? C'est qu'il y a, soi-disant, des compétences en mathématiques, en scientifique. Alors tu peux faire tout ça. Mais oui, mais moi je veux faire quoi? J'en sais rien. Ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'on ne pose pas la question du pourquoi. Alors, sauf qu'on a les parents, 60%, l'enquête elle date de 2021, mais bon, 60% des parents attendent une prise en charge des professeurs pour mieux aider leurs enfants à s'orienter. Ils se disent, ils ne savent même pas comment faire, mais sauf que le problème, c'est la réponse d'après. C'est que 47% des profs estiment ne pas avoir le temps de le faire. Donc en fait, tout le monde là-dessus se retrouve face à une situation où il faut cocher des cases, il faut dire ce que tu sais faire, et pas ce que tu as envie de faire, vraiment. Et on ne sait pas, on ne s'interroge pas sur pourquoi tu veux vivre, qu'est-ce que tu as envie de vivre. Parce qu'en fait, l'école nous emmène dans un monde toujours du comment. On est dans la société du comment. Comment je vais trouver un travail, comment je vais être payé, comment il y aura des débouchés, on n'est pas dans la société du pourquoi. Et tu pourrais faire le ménage, je suis sur Parcoursup. J'ai vraiment épousé un cybercon. Oh, ouais, c'est sûr. Mais c'est pas évident. Et donc, en fait, 50%, c'est dingue, des étudiants changent de voie après 1 an d'études supérieures. C'est fou ça. C'est incroyable. C'est dire comment c'est compliqué pour eux, quoi. Et en un slide, allô le monde du travail, ici l'homme. Je vais résumer comme ça. Clairement, on est sur des problèmes c'est une problématique sociétale dans le lieu grave et qu'on n'arrive pas vraiment aujourd'hui à faire. J'aimerais tellement être heureux dans mon job. Estime-toi heureux d'avoir un job. Et c'est le problème. Et voilà, c'est ça. C'est estime heureux d'avoir un job et estime-toi heureux d'être payé. Puis d'ailleurs, quand on vous demande, vous dites, j'ai trouvé un nouveau job. Les questions que vous avez, c'était bien payé. Et t'as combien de RTT? C'est la question clé, combien de RTT? 35, 25, ouais, c'est pas mal. 12, oh putain, tu te fais niquer. C'est ça quand même la vie. T'es d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit arriver dans nos cabinets? Eh bien,
plein de gens qui sont comme vous dans cette salle, des salariés actifs, des sans-emploi, des jeunes pros, des étudiants, des lycéens, des retraités. Et ils arrivent avec plein de questions. Je travaille comme un fou, c'est des questions réelles, hein. C'est celles que j'ai eues, moi, je travaille depuis le mois de mars là-dedans, j'ai déjà eu toutes ces questions. Je travaille comme un fou, j'ai perdu le sommeil, j'ai plus de vie, je suis où? Je vais où? Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai démissionné, j'étais malheureuse, j'ai fait 2 bilans de compétences et je suis toujours à l'arrêt. Ça n'a rien donné. Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter de plus? Et puis celui-là, on dit, oh là, extraordinaire, on dit que je suis HPI. Il y a des HPI partout. Dès que vous êtes un peu hyperactif, enfin, vous êtes HPI. Dès que vous ne respectez pas la discipline à l'école, votre gosse, il est HPI. Il est super brillant, HPI. HPI, on dit, c'est extraordinaire, on n'a que déjà HPI. Mais enfin, en attendant les HPI, on leur dit, fait prépa. Sauf que le HPI, j'en peux plus de bosser comme Kat. Si vous y arrivez, c'est que c'est faisable. Ah oui, c'est ça. C'est le problème. C'est tout le problème. C'est qu'on va parler de conditions de travail. Donc on a quoi? Je change de boulot tous les 2 ans, car je perds toute ma motivation. C'est aussi un calcul. Alors, enfin, si finalement le droit, alors c'est pas très bon truc. J'ai bien envie de tenter médecine. Vous en pensez quoi? Et là, les gens, ils pensent qu'on va trouver des recettes comme ça. Et justement, on va expliquer qu'on n'est pas là pour donner des recettes et qu'on va vous aider quelque part à vous reconnecter à vous pour que vous compreniez ce que vous avez vous-même envie de faire. Et puis les retraités, parce que les retraités, ils craquent aussi quand ils arrêtent le travail. Et je suis bon à quoi, moi? Je vais faire quoi? J'ai bossé 42 ans de ma vie. Je fais quoi? Et là, les miens retraités, j'ai envie de devenir DJ. J'ose ou j'ose pas? Alors on va les creuser. On va aller voir un peu le pourquoi. Mais voilà, ça touche tout le monde. Tous les âges, tous les milieux, toutes les strates de la société. Donc quand vous êtes en panne, vous n'êtes pas tout seul. C'est déjà une bonne première consolation, si on veut. Bref, le monde est en souffrance et on a tous des idées sur les causes. Elles sont objectivement c'est multifactoriel. Alors, on va en faire, regardez. Le travail, c'est complexifié, évidemment, c'est vrai que ça s'est complexifié, ça s'est intensifié. On fait le travail à la place de l'autre, comme tu me le dessines. On n'a même pas été formé, l'autre n'est pas là, il est malin, il y a un congé maternité. J'ai rien contre le congé maternité, mais enfin, excusez-moi, vous êtes tous pareils, quand on vous annonce qu'elle est ensemble, oh punaise, comment on va faire? Il faut être honnête, c'est vrai, et on est super content pour elle. Mais il va falloir avaler les 6 mois, parce qu'on ne va pas la remplacer. Et puis, l'informatisation, tout s'accélère. On est bien d'accord. Vous prenez une journée au travail, quand vous avez une information, quand vous avez un sujet, demandez-vous si vous avez reçu l'information par mail, par Teams, au téléphone, par WhatsApp, par SMS, au café, au resto, mais vous ne savez pas, ça arrive de partout, c'est effréné. Okay? Donc la crise sanitaire, tout le monde sait que la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Le télétravail, n'en parlons pas, on n'était même pas préparé. On a trouvé ça tout génial. Au final, maintenant, tout le monde veut revenir au bureau ou presque, parce que ceux qui viennent et qu'il n'y a personne sur les plateaux, c'est une vide absolue, c'est le désert. On se demande ce qu'on fait là. Donc à l'étagère, les gens vivent un certain isolement. Les réseaux sociaux, vous avez 500 amis, on sait bien. Puis quand il y a un jour, il y a un problème, il n'y a plus personne. Il y a une perte de sens. Donc tout ça, c'est des causes multiples. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de sociologie, mais c'est le constat. Et donc, qu'est-ce que trouvent tous les gens qui sont concernés par tout ça? Que des réponses partielles. On a quoi? Moi, je m'amuse. Des acquisitions de compétences. Moi, c'est extraordinaire. J'ai vu des gens qui étaient en panne. On leur dit, tu vas faire une formation sur qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin pour aller bosser? C'est moi, là, à droite. À part... non, c'est pas moi. À part un besoin irrépressif de payer mon loyer. Ben voilà, c'est bien le problème. Et en fait, l'acquisition de compétences, moi j'ai vu des gens, on les a envoyés faire la formation sur Gantt, ou Excel, Salesforce, ça va te motiver, tu vas mieux comprendre. Waouh, vous avez déjà fait des formations sur Salesforce, il faut s'accrocher. C'était... Moi, ce qui m'a le plus rendu anxiogène dans le groupe Walter Scoover, c'est que je devais faire des formations sur la cybercriminalité. Ouh, putain. En quoi le travail à domicile est hyper dangereux? Les virus que tout peut avoir, les routeurs, les machins, donc on rajoute des couches. Mais sauf que l'acquisition de compétences, les formations, ça ne rend pas un homme heureux. Le team building, j'en ai fait plein des team building, c'est super, il faut créer le lien avec les gens, c'est vachement important. Mais vous avez remarqué qu'au bout d'une semaine, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Ils sont super contents, ils ont vécu un super moment, ça crée des liens, c'est vrai, on va tout casser, il y a plein de trucs justes là-dedans. Mais au final, les gens qui étaient en panne avant le team building, je peux vous garantir qu'ils sont en panne après.
Et encore pire, ils ont passé un tellement bon moment pendant le team building que le grand écart, il est encore plus fort. Oh, l'entretien annuel d'évaluation, c'est des grands moments quand même. Chérie, j'ai eu 4,5 sur 5. On revient, on est super content, on a été évalué. Les tests de personnalité, il y en a beaucoup, les MBT, les néagrammes, il y a énormément de choses, tout ça, il y a des choses qui se font bien, qui sont bien. Mais les gens, là, on mélange beaucoup de choses. On mélange du psy, on mélange du comportement, on mélange de la compétence, on mélange de l'inné, on mélange de l'acquis. Et du développement personnel, j'ai rien contre le baby-foot, j'ai rien contre le yoga, j'ai rien contre la sophrologie. Et heureusement que ça existe. Mais c'est assez centré sur soi. Et si on imagine que le travail, c'est peut-être quelque chose, un service qu'on apporte aux autres, et notre manière de contribuer au monde, on est loin, même si c'est nécessaire. Et puis alors là, on touche le fond. Mais là, je ne pouvais pas ne pas vous le donner, parce que le Chief Happiness Officer, c'est quand même extraordinaire. C'est les responsables du bonheur. Moi, j'ai eu ça dans le groupe. Des gens qui sont quand même responsables du bonheur, nommés. Ils ont des objectifs. On va mesurer votre bonheur. On va contrôler la conformité de votre bonheur dans la boîte. Liste des licenciements. Une petite blagounette. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est dingue, là, on touche le fond, quoi. T'as des gens qui sont responsables du bonheur. Pour moi, c'est grave. Alors, quoi faire? Ben, nous, notre proposition, notre explication, je dirais notre proposition de valeur, c'est pas celle-là. C'est de dire que si ça va mal, c'est parce que l'épanouissement et l'efficacité d'une personne au travail dépend de l'adéquation de ses talents avec la mission proposée. Ça veut dire que c'est parce que la personne, ses talents naturels, ses prédispositions naturelles ne sont pas alignés avec la mission qu'on lui propose, qu'elle est décalée et qu'elle ne va pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense que beaucoup de problématiques de stress aujourd'hui, d'épuisement, d'anxiété, de gens en panne, viennent qu'il y ait un décalage entre ce que naturellement la personne est douée de faire et le travail qu'elle a à faire. Mais le piège là-dedans, c'est qu'on est tous intelligents et que le boulot, on le fait. On vous le donne, mais vous y arrivez. Vous la faites la convention, vous la faites le rapport Excel, vous la faites le rapport, le PV d'AG, vous faites tout ça, vous les faites les contrôles des comptes et autres. Mais parce que vous êtes intelligent. Mais en fait, vous êtes en suradaptation, vous êtes en sureffort, et ça vous dévore votre énergie. Et ça vous dévore de l'intérieur. Donc la suradaptation fait que vous épuisez, puis vous perdez votre démotivation, vous êtes en panne. Puis à un moment donné, ça peut même aller jusqu'au burn-out. Le burn-out, quand vous rencontrez des gens qui ont vécu malheureusement cette maladie mentale, parce que bien reconnue comme une maladie mentale, ce sont des gens qui ont tout donné et qui étaient très brillants dans ce qu'ils faisaient, sauf qu'ils se sont totalement déconnectés d'eux-mêmes. Ok? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on va parler donc de talent. Parce que la société aujourd'hui, elle ne reconnaît que les compétences. C'est déjà, on l'a vu tout à l'heure avec l'école, le système scolaire reconnaît que la compétence, les notes, les bulletins. Qu'est-ce qu'on va un gala? C'est un gala de diplôme. On va organiser un grand gala pour, heureusement, pour féliciter nos enfants des diplômes. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de ce que l'enfant il a envie de vivre? Je sais pas, il est entraîneur, il est animateur au fond de lui, il est concepteur, il est analyste. Est-ce qu'on s'est posé toutes ces questions-là qu'on a vu de lui, qu'on n'a rien dit, qu'on a caché derrière tout cet empilage de CV, de compétences. Donc approfondir la question, c'est de se demander, c'est de se dire surtout que nous pensons que le travail est là pour nous permettre de nous accomplir. Le travail doit nous accomplir. L'homme est fait pour travailler. Excusez-moi de vous le dire, je ne pense pas que l'homme est fait pour faire du RTT en permanence. Un homme, une personne qui ne travaille pas, est une personne passive, qui n'est pas bien. On a le travail, sa toute beauté du travail, c'est de pouvoir transformer, agir dans son environnement. Donc, notre promesse, c'est de vous dire, aujourd'hui, il y a des actions à impact limité, elles ont des impacts quand même, qu'on a vu tout à l'heure, mais nous avons envie de vous aider à réussir votre vie professionnelle, et on va partir des talents. C'est-à-dire qu'on va pas partir de vos aptitudes scolaires, on va pas partir de vos compétences, de votre pile de CV, on va partir de vos talents. Et c'est là que ça devient très original et très intéressant. Parce que finalement, ça revient à essayer de répondre avec vous tous à deux questions existentielles. Qui suis-je? Et à quoi je sers? Et c'est les deux questions que
seulement l'être humain se pose. L'animal, il ne se pose pas la question à quoi je sers. La plante, le monde végétal ne se pose pas la question à quoi je sers. L'être humain, oui. Qui suis-je et à quoi je sers? C'est quoi ma vocation? C'est quoi ma vie? Alors, justement, je m'accomplis tellement dans mon travail qu'au-delà, ce serait insupportable, c'est sûr. Alors, maintenant qu'on a travaillé un petit peu sur ce thème d'être au travail, eh ben on va creuser, c'est quoi Renaud avec ses talents? Parce que depuis qu'on en parle... Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Je vous donne le contexte parce qu'elle va très vite. C'est l'histoire d'une petite fille qui part en cours de sport à l'extérieur, c'est un cours de foot, et il faut apprendre à faire des tirs au but. C'est pas si simple. Alors, excusez-moi, je fais une petite manip, et je vous montre ma vidéo. Pardon, peut-être pas le faire. On va le faire une deuxième fois? Elle est trop belle. Allez, elle est trop mignonne. Ah, ça part mal quand même. Et voilà. Voilà. Donc ça, je vous envoie. Je reviens au petit diaporama. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Ah, il y a beaucoup de choses. Intuitivement, vous le sentez déjà. Elle fait entre le talent et la compétence. Quand on cherche la compétence, et que la petite, elle répond par un talent, et pourtant, ce n'était pas le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je vais prendre l'exemple d'un pianiste, parce que je vais d'abord vous dire, évidemment, le talent, c'est pas un métier. Vous êtes tous en train de dire, elle est gymnaste, elle a un bon talent. Elle est pianiste, elle a du talent. Elle est mécanicienne, c'est du talent. Non, c'est pas ça du tout, le talent. Le talent, c'est une manière propre d'agir, de comment vous allez vous mettre en mouvement. On va creuser ce sujet-là, mais c'est une façon totalement naturelle que vous allez avoir de vous lancer. Cet élan de vie, de transformation, pulsion que vous allez avoir en vous et qui va vous faire agir d'une manière totalement unique, singulière, et qui ressemble à celle de personne d'autre. Alors on va creuser. Je vous donne l'exemple du pianiste. Ah, il y a du talent. Non. Pour un même pianiste, un même métier, on a au moins 4 manières différentes de voir le talent s'exprimer. Vous avez le premier pianiste qui va vous faire la Passion sur Saint-Jean de Bach, en respectant scrupuleusement la partition. Là, il y a un andante, là, il y a un allegro, là, il respecte la partition. Tout pareil. Il disparaît même derrière l'œuvre, derrière la maîtrise, l'expertise. Mais il est brillantissime. Vous en avez un autre, alors lui, c'est l'inverse. Au contraire, il va tellement interpréter l'œuvre qu'il va rajouter du vibrato, il va rajouter ou ralentir, mais il va mettre sa patte, sa touche. Ils sont très énervants, ceux-là, parce qu'ils improvisent. Quand on fait du piano, bon, les gens improviser, c'est pas possible, quoi. On fait quand même pourtant du piano tous les deux, mais t'as un truc en plus. Une autre manière d'être pianiste, c'est aussi d'avoir besoin de tout décortiquer avant pour comprendre. C'est pas respecter l'œuvre, c'est comprendre pourquoi dans la Passion selon Saint Jean, c'est quoi le Der war es tot? Et là, silence. Et il a fait ça, il a mis tot, parce que Jésus est mort, et ça s'arrête. Il essaie de comprendre, et d'ailleurs, ce genre de pianiste, quand il y a un concert avec vous, il va prendre le temps de vous expliquer le contexte, l'œuvre, si le compositeur avait de l'argent à ce moment-là, s'il n'y en avait pas. Il vous explique que c'est important de tout comprendre, tout décortiquer avant. Et puis il y a l'autre, rien à voir, lui s'adapte, il a commencé classique. Puis il voit que la population où il est, je sais pas, il n'aime pas. Ah, il se lance dans le contemporain. Et puis il a bien gagné de l'argent, et puis il trouve que Spotify c'est super, c'est le premier à se mettre sur Spotify. Et puis ça sera le premier à faire des partenariats avec des plateformes de streaming, par exemple. Vous voyez? Le talent, c'est pas le métier. Ça va être la manière dont vous allez... Le talent de pianiste, c'est pas le talent du pianiste, c'est pas d'être pianiste. C'est la façon dont vous allez jouer. La manière dont vous allez jouer qui est propre à vous. Ça, c'était pour faire des exemples. Alors concrètement,
Enfin, c'était déjà concret, j'espère. Il y a des choses intéressantes sur le talent qu'on voit. Je vais d'abord vous dire que alors cette conférence, en fait, on a disséqué la passion de Saint-Jean-Baptiste. Oui. Un talent, on va en parler de 4 manières. C'est inné, c'est un élan de vie, c'est source de joie, mais il faut des conditions. Alors c'est inné, c'est quoi ? Rappelez-vous, quand vous étiez petit, ou votre gosse, vos enfants, le cap-là, vous respectiez la notice à fond pour faire la construction, exactement la notice telle que c'était dit, ou c'était déjà transformé en avion à réaction que vous vous baladez dans la maison. Quand vous faisiez du vélo, vous adoriez pédaler à toute vitesse et descendre la pente, partager ça avec vos copains, ou ce qui vous intéressait, c'était avec papa de gonfler les pneus, de resserrer les freins, de mettre de l'huile, des machins. Ça, c'est depuis tout petit, on est avec des talents et avec une manière à nous de sentir le monde. Et donc, là, ce qui se joue, c'est que quand vous voyez vos enfants avec des talents, ou même entre nous, adultes, oh, mais qu'est-ce que t'es bon là-dedans ? Mais non, dis l'autre, c'est pas bon, c'est normal. Mais non, c'est pas normal, c'est naturel, parce que c'est inné. Depuis tout petit, vous avez des talents. Et vous naissez avec. Vous les avez reçus. Mais on va voir justement, il passe son temps là. Et ce qui est intéressant, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que la manière dont un enfant joue va nous dire, et les talents qu'il va exercer en jouant, en étant ancré dans la réalité, va nous dire beaucoup de choses sur la manière dont l'adulte plus tard va travailler. Parce qu'on parle de la même chose. La manière dont l'enfant agit dans le monde, il travaille. Une femme au foyer, elle travaille. Les étudiants qui révisent, ils travaillent. Donc un enfant qui joue, il travaille, il agit dans le monde. Et c'est la même manière quand vous êtes adulte et que vous travaillez. Et donc on va retrouver ça dans votre vie. Alors, un talent, c'est un élan de vie. C'est quelque chose, c'est un élan qui vous traverse, qui vous transforme. On sent la vocation. Derrière l'élan, il y a de la vocation qui se joue, c'est la marque de notre singularité. J'ai marqué l'énergie est intarissable. Quand on est dans ses talents, mais le moteur, il est là. Il n'y a pas besoin de formation de Gantt, il n'y a pas besoin d'apprendre Salesforce et compagnie ou de faire un team building. Le moteur, c'est vous-même. Quand vous êtes dans vos talents, c'est intarissable. Vous avez une énergie tout seul, vous êtes inarrêtable. Parce que c'est facile, on va le voir, c'est juste ça. C'est que l'idée, c'est qu'un talent, ça ne change pas, c'est inné, c'est toute votre vie. C'est au-delà des compétences, c'est au-delà du métier. C'est identitaire, on touche à l'identité de la personne. Vous suivez ? Et c'est source de joie. Parce que c'est incroyable, quand vous faites quelque chose dans vos talents, je suis désolée, mais j'ai beau chercher, je ne vous trouve aucun talent particulier. C'est ce que ma femme me dit depuis des années. Oui, où j'en étais ? C'est source de joie. Parce que quand vous êtes dans vos talents, c'est facile, c'est simple. Il y en a un, c'est la cuisine, ça va être la manière de construire quelque chose, ça va être l'imagination, ça va être des tas de choses. Mais c'est facile, ça va vite, c'est efficace. Et ça vous met en confiance. Vous l'expérimentez, ça marche, et vous recommencez, et ça continue de marcher, puis ça plaît aux autres. Puis vous avez l'impression que c'est hyper facile. Mais non, mais c'est issu parce que c'est naturel, c'est pas normal, tout le monde l'a pas, tout le monde n'est pas comme vous. Alors il y a une phrase que j'aime bien, c'est de dire c'est simple, ça va vite, c'est efficace. J'ai un de mes collègues qui dit et c'est écologique, parce que c'est durable. Et j'aime bien cette idée, mais de dire que le talent, c'est la signature de chaque personne quand elle agit au travail. D'accord ? Mais, il y a des conditions. Et c'est ça qui est étrange. Et ce qui fait notre fragilité et notre force, c'est que le talent, comme c'est naturel, il n'est pas repéré. Et vous ne le repérez pas vous-même. Comme c'est naturel, ça veut dire que le talent, vous en aurez conscience, que si quelqu'un d'autre vous le reconnaît, si quelqu'un d'autre vous dit « mais qu'est-ce que t'es bon là-dedans ?» Le talent étant tellement naturel et tellement peu repérable que vous avez besoin de l'autre en face, qui vous le dit, qui vous le montre,
qui vous encourage à l'expérimenter, à le développer. D'accord ? Mozart, ça n'aurait pas été Mozart si on n'avait pas présenté un piano. Et donc, il doit être encouragé, expérimenté, valorisé. Et là, évidemment, c'est tout aussi le rôle des parents. Les parents qui vont effectivement valoriser leur enfant, mais pas que sur les compétences, que pas sur les notes, mais qui vont dire, mais quand tu racontes une histoire, c'est incroyable, mais quelle imagination! On est en train de lire un livre, il a déjà fait la fin, il a déjà improvisé autre chose, votre gamin. Ou il anime, ou il emmène à l'anniversaire, il anime tout le groupe des enfants de 5 ans qui sont là. Mais plus que ça, en finesse, le rôle du père est extrêmement important. Et là, je parle à tous les papas. Parce que la maman, elle va rassurer l'enfant. On sait très bien que si un enfant, vous lui dites « Oh mais, qu'est-ce que t'es bon là-dedans ?» Tu as une capacité d'imagination incroyable. La mère dit ça. L'enfant, inconsciemment, va se dire « Ah ben, elle dit ça parce qu'elle m'aime. » Si c'est papa qui le dit, c'est éprouvé. L'enfant va se dire « Ah, dis ça parce que c'est vrai, ça doit être vrai. » Il y a un rôle très fort des pères pour nommer le talent de vos enfants. Parce que la mère, elle éduque à la relation, mais le père, il confirme l'enfant dans la capacité à faire ce qu'il a de doué en lui. Et ça, c'est essentiel. La non-reconnaissance, merci papa, Olde Boyard, aucun talent particulier, je suis pourtant devenue députée. Ouais, ça, c'est... c'est vrai, ça. Oui, mais peut-être parce qu'on ne lui a pas dit sur quoi il était bon, alors par défaut, hein. C'était un non-choix, peut-être que c'était un non-choix d'être député. Et donc, c'est vrai que c'est super dur de faire ça avec toi. Ce que je veux dire, c'est que c'est notre fragilité et notre force, qu'on a besoin. Regardez vos enfants, comment ils jouent. Observez et dites-le leur, mais pas les notes. Comment ils jouent, comment il fait du vélo, comment il fait sa cabane. Il coupe le bois, il fait les plans, il raconte l'histoire dedans. Il y a 15 000 manières de jouer au Barbie. Moi, c'est incroyable, j'ai des personnes qui disent jouer au Barbie. Ok, super. Il y en a, elles adorent raconter des histoires. Il y en a, elles vont... le but, c'est les habiller en fonction des circonstances qu'elles vont vivre, ces poupées Barbie. Donc, on a X manières. J'ai même quelqu'un qui fait les vendanges. T'es sûr que pour la personne, faire les vendanges, c'est super. C'est de mettre du raisin dans une autre, quoi. Et puis dans un camion. Et puis le challenge, ça c'était moi. Le challenge de remplir la hotte. Sauf que non. La personne, elle dit, mais non, mais il fait comment votre vendange? Bah, j'ai mon petit panier avec mon petit sécateur. Bah, je lui dis, c'est bon, la personne, elle... Mais non, mais pourquoi vous aimez faire les vendanges? Vous aimiez faire les vendanges? Mais parce que je regardais quand on versait le raisin dans la machine, j'appuyais sur le bouton, et il y a le cliquet qui commençait, la presse qui commençait à tout organiser, c'est ça qui me plaisait, c'était l'après-vendange qui fascinait la personne, et ça dit beaucoup de choses des talents de la personne. Alors, ce que je veux dire là-dessus, c'est que l'absence de réaction des parents face au talent de leur enfant, ça peut être mortifère. Mortifère parce que, inconsciemment, l'enfant peut se dire qu'il n'a pas de valeur. En tout cas, quand on lui dit « ça, mais ça c'est super chez toi », inconsciemment, il se dit « mais je vais pouvoir en faire quelque chose ». C'est ça qui se joue, d'accord? Donc connaître ses talents, c'est de l'ordre identitaire, de la quête identitaire. Et bien évidemment, il y a des gens qui peuvent passer à côté de leur talent, s'ils n'ont pas été mis en lumière. Les délinquants, entre autres, passent à côté de leur talent. Mais un talent, il y a plein de gens qui ne sont pas délinquants, qui peuvent passer à côté de leur talent. Ça n'a pas été mis en lumière, c'est oublié, c'est renié, c'est mis de côté. Et puis on fait autre chose, puis je sais faire ça, alors je vais faire ça. Mais oui, mais et là-dedans, il se passait quoi là-dedans? Et on n'a pas été creuser les pourquoi. On est resté sur ce que je sais faire et pas aller dans l'être. Alors justement, comment on s'y prend? L'idée, nous, c'est justement de renouer avec ses talents pour être heureux au travail. Et donc on a un accompagnement bien particulier. Parce qu'on appelle ça bilan de compétences. Vous verrez, parce qu'on utilise le cadre juridique du bilan de compétences, ça permet d'utiliser son CPF, on en reparlera tout à l'heure, mais surtout qu'à l'intérieur, on met bien d'autres choses. Ah, qu'est-ce qu'on met? Notre ADN s'explique en quatre sous-ADN. On a un accompagnement en 4 grandes étapes. Là, je vais parler de l'accompagnement d'un adulte. Les formats sont évidemment différents quand il s'agit d'étudiants, ça peut varier, mais
qui peut le plus, peut le moins. Mais de toute façon, qu'on soit lycéen, étudiant, retraité, adulte, de toute façon, on passera par ces 4 cases. Et c'est avec le cas d'accueillir son héritage, de discerner ses talents, de nommer son désir profond et de s'engager. Et dans cet ordre, et surtout pas un autre. Alors on va voir ça. Accueillir son héritage. On va passer du temps, c'est un accompagnement d'une personne, c'est à peu près 4-5 mois. C'est 8 rendez-vous, à peu près. 8-9 rendez-vous. De 2 heures chacun, espacé de 15 jours. Ça vous donne une idée, parce qu'on va aller très profond. Il faut que ça monte, il faut que ça mature. Il faut au moins 4-5 mois. Les gens qui me disent oh, 4 mois, c'est bon, on peut pas aller plus vite. Ah non. Le temps long est notre allié. Il faut prendre le temps, parce que c'est loin d'être évident. On va aller Alors, la première étape, accueillir son héritage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va activer l'art du questionnement. Et on va s'intéresser à tout ce que vous faisiez enfant. Et c'est extraordinaire, c'est des moments fabuleux en entretien, moi, je trouve. Parce qu'on va aller creuser tout ce que vous faisiez. On n'est pas sur la construction, une représentation que vous avez de vous-même, j'aimerais bien être. Non, concrètement. Tu jouais à quoi? Tu faisais comment? Et quand ça marchait, et ta cabane, ta pêche. Raconte-moi, et quand tu étais avec grand-père, ok, t'aimais aller avec grand-père, qu'est-ce que tu faisais, grand-père? Et pourquoi ça te plaisait? Pourquoi on va les gratter tout le temps? Il y a beaucoup de choses qui se révèlent à ce moment-là, qui sortent. Le Scrabble, c'est extraordinaire. Les gens disent j'adorais jouer au Scrabble. Mais il y a j'ai découvert même en faisant ce métier, le nombre de manières différentes de jouer au Scrabble, de talent de jouer. Quoi. Il y a celui qui flingue le jeu dès le départ pour gagner. Celui qui n'a jamais une stratégie de jeu. Il y a tout. Celui qui fait que des beaux mots. Alors, celui qui fait 2 mots, 2 lettres, le U, W, U, crac, 30 points, terminé, j'ai fini, j'accélère, on passe au suivant. C'est extraordinaire. C'est fabuleux à voir ça. Donc on va aller questionner votre enfance. Et on va aller vous poser des questions. Alors je simplifie, je ne vais pas tout vous dire, mais de quelle manière tu jouais quand tu étais enfant, quand tu étais ado, et on remonte toute la vie, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, adulte, pas à quoi vous jouez, mais quelles étaient tes réalisations? Dans quelle situation scolaire, extrascolaire vous vous sentiez à votre place? Il y en a qui ont tellement été mal à leur place qu'on n'arrive pas à voir. Et soudain, on trouve un film parce que, le week-end, il y avait quelque chose qui faisait, et là, c'était bien. J'étais à ma place, j'étais heureuse. Et là, on débobine, et là, on creuse, et là, on aide la personne à comprendre et à revenir à ce qui était bon pour elle. Parce que cet héritage, il faut l'accueillir. Oui, on traîne des boulets, des vélos, tu m'as fait encore un truc, des vélos, des grosses motos. Mais cet héritage, on l'accueille, on le regarde, et puis après, on décide de garder ce qu'on veut ou de ne pas garder. Mais c'est très important de dire, ok, moi, c'est ça qui m'a construit. Et moi, c'est là-dedans que je me suis construit. D'accord? Oui, ce que c'est important, c'est une phrase méténique que je trouve importante, c'est que dans cette étape-là, qui dure assez de temps, parfois je peux passer 3 entretiens avec quelqu'un là-dessus, c'est de se dire vraiment que là, l'enfant se redécouvre. Il se reconnecte à lui-même. Et parce qu'il s'est redécouvert et reconnecté, à ce moment-là, l'adulte qu'il est peut avancer, peut se mettre en marche. Il y a des moments où on ne peut pas se mettre en marche parce qu'on ne s'est pas reconnecté à qui on était petit. Alors après, discerner ses talents. Ça, c'est pas une mince affaire, mais évidemment, là, on va continuer à nommer, à décrire, à expliquer. Et on a évidemment toute une boîte à outils, toute une pédagogie. On va les repérer à un concept assez nouveau, qui est assez fort, qui est la personnalité professionnelle. On part du principe que votre personnalité professionnelle est celle justement qui va vous permettre d'exprimer vos talents. Elle est différente, c'est une partie de votre personnalité globale. Et on va aller creuser cette personnalité professionnelle justement à partir des réalisations réussies. C'est professionnel ou personnel, mais on part de la réalité. La réalité dit de quelque chose de vous. Quand la réalité est réussie, quand il y a eu du plaisir, que ça a porté du fruit, il y a des talents qui se jouent. Et là, on y est. Et donc on va y creuser. On a un outil A2P qui est une roue des talents qui va nous permettre d'émettre des hypothèses sur votre talent, parce que c'est pas nous qui savons, c'est vous. On met des hypothèses et c'est vous qui allez dire ah oui ça c'est ça me parle, oui ça c'est moi. Et on va creuser ça.
On va parler de réalisation réussie, on va parler des tempéraments qui colorent les talents. C'est une autre manière de vous aider à bien identifier qui vous êtes. Peut-être on peut même vous envoyer chercher des témoignages de ce que vous apportez à la relation à l'extérieur. C'est des grands moments aussi. Qui vous renvoient. Souvent, les gens qui n'ont pas reçu assez soudain, il faut peut-être qu'ils reçoivent de l'extérieur, justement, ce qu'on pense d'eux. Et puis, on vous fait travailler, parce qu'évidemment, entre les séances, il y a du travail, il y a des temps de vacances. Mais ça passe par de l'ancrage, ça passe par de l'écriture, et par des textes, par toute une boîte à outils qu'on déploie. Et évidemment, donc, le but, c'est à la fin de toute cette étape, enfin c'est des étapes, c'est une étape avec plusieurs entretiens, me permet à la fin de dire quelle est ma propre manière d'agir, quel est mon mode de fonctionnement dans un contexte professionnel précis, pour bien comprendre en fait quoi, les conditions dans lesquelles ça se révèle. Rappelez-vous tout à l'heure, s'il n'y a pas les conditions, certes, là on estime que dans l'entretien, on arrive à vous renvoyer vos talents, mais après, les conditions, aujourd'hui vous avez des infirmières, elles adorent leur travail, une vraie vocation, mais le contexte n'est plus, les conditions sont plus là. Et j'ai l'impression qu'elles aiment plus ce qu'elles font, mais c'est juste le contexte qui a changé. J'avais un DAF qui était de grande distribution, il était complètement perdu. Et c'est pas, je suis pas en train de lui dire qu'il faut qu'il devienne peintre en bâtiment, de toute façon je ne demande rien, mais c'était peut-être juste le contexte. Et effectivement, cet homme avait des valeurs, il voulait travailler finalement dans l'humanitaire, dans le social, et ça avait un sens, et il n'a pas changé de métier pour autant. Donc en fait, travailler sur tous ces moments où vous vous sentez ancré dans des réalisations réussies, où vous vous sentez à votre place, ça dit beaucoup de choses des conditions dans lesquelles vous pouvez vous exprimer, mais des conditions aussi qui expliquent pourquoi vous êtes mal aujourd'hui. Moi, personnellement, quand j'ai travaillé avec Cathy, et soudain, j'ai compris pourquoi j'étais pas bien là-bas, alors que ça se voit pas. Quand on est créatif comme moi, par exemple, je suis créative, mais il faut du temps. Et on se dit, Delphine, elle a des idées, ça part comme ça, mais rien du tout. Ceux qui me connaissent, j'ai besoin de temps. Il y a des moments, ma créativité, elle a besoin de temps. Dans un grand groupe, Walter Slover, où tous ces short notices en permanence, en vous prévenant toujours, on vous demande de rendre un truc, c'est toujours pour la veille. Rien que ça, ma créativité, elle pouvait même plus se déployer. J'étais sous stress tout le temps, en fait. Et c'était juste parce que déjà, je n'avais pas pris conscience des conditions qu'il me fallait pour être moi-même à ce moment-là. Alors, une fois qu'on a accueilli son héritage, qu'on discerne mieux ses talents, ça ne suffit pas. Il faut nommer son désir profond. Un bateau qui va nulle part, c'est sûr, il n'est pas en danger, mais il va nulle part. D'accord ? Donc l'idée, c'est de travailler sur le désir profond. Et ça, c'est très très fort. Et je dis bien le désir profond. À quoi vous aspirez depuis toujours ? Sacrée question. Et on va travailler ensemble pour arriver en une seule phrase, et je vous le défie, on y arrive, à dire, à nommer, à toucher ce désir au fond de vous, qui est au fond. C'est pas une construction, on ne va pas l'inventer avec des représentations de métiers connus ou d'activités connues, reconnues. Non, on va aller très très au fond. À quoi vous aspirez ? Et le matin, vous auriez envie de vous lever, de vivre pour ça. Donc la phrase, elle a du sens. On va creuser. Mais on va creuser quoi ? C'est parce que le désir, il va mettre en mouvement vos talents. Parce que s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de mouvement, on n'en fait rien. Et là, votre mission consistera à... c'est sûr que c'était glissant comme sujet. J'aimerais être payée d'avance. Bon, on porte tous en nous l'envie de mettre notre pierre à l'édifice. Tous. L'homme, il a envie d'en faire quelque chose. Et là, il faut aller se reconnecter à ça, parce qu'on l'a oublié souvent. Et quelque part, ce qui est important pour moi, je le disais, c'est le désir. C'est pas les désirs, il y en a un. Il est singulier, il est unique, c'est le vôtre, il n'est pas multiforme. Quand on dit j'ai des désirs, c'est des listes d'envie que j'ai. Mais c'est pas le désir, ce qui me prend les tripes qui fait que moi, toute ma vie, j'ai envie de faire ça. Mais c'est pas faire ça la même activité. Un désir profond pourrait s'exprimer et se déployer avec beaucoup d'activités différentes tout au long d'une vie. Ça peut, c'est pas un désir, un métier, une activité, non. Mais le désir profond, quand moi je vous dis que mon désir, je vous dis franchement, ça a été relever et révéler l'autre,
J'ai plein de manières de faire ça. J'ai plein de manières de répondre à mon désir. J'ai choisi aujourd'hui de faire ça, mais je peux le faire aussi d'autres manières. Quand j'étais du temps de Légisouet et que j'ai managé mes 80 personnes, j'étais là-dedans. Donc voilà. Et quand je suis arrivée à Walter Struver, j'étais déconnectée de ça. Un grand groupe, quoi, le côté matriciel, on ne sait même plus qui fait quoi. Comment voulez-vous relever et relever l'autre, ça ne vraiment rien. Vous avez des numéros. Bon. Et puis vous le savez, le désir, quand vous l'écoutez pas, le corps s'en mêle. Combien sont tombés malades parce qu'ils n'écoutent pas son désir? Combien de maux de tête, combien de migraines, combien de maux de ventre, combien de maux de dos, combien de maux d'épaule, combien de tendinites? Vous le savez très bien. Je me suis même cassé le pied, peut-être qu'il faut que je lève le pied un peu, j'en sais rien, mais on sait très bien que derrière il y a des choses qui se jouent et que le corps il triche pas. D'accord? Je vais attendre un truc là. Ça, oui, je pense que je sens un mouvement ici. Tu veux m'aider à faire émerger mon désir profond? Oui, c'est ça, et c'est sûr. Bien, je vais t'aider. C'est que le but, il va falloir accoucher de votre désir. Là, tu vas faire une sage-femme. Eh bien oui, il va falloir accoucher du désir. C'est tout un travail. Alors après, on va utiliser aussi du photolangage, on va utiliser pas mal d'outils, je ne vais pas tout vous dire. Mais évidemment, quand je vous dis photolangage, c'est parce que faire émerger un désir, c'est peut-être pas avec les mots du quotidien, c'est peut-être pas avec le mental. On va peut-être essayer de changer de registre pour faire émerger. Parce que quand quelqu'un est dans son désir, c'est un tel moteur, tel dynamisme, la personne, elle puisera toute son énergie, tout son enthousiasme dans la vie, si elle est dans son désir. Vous me suivez? Pas besoin de Gantt, d'Excel pour les nuls, pour être en phase. Alors s'engager. Ben oui, s'engager. J'aime beaucoup cette photo, c'est pour ça que je vous l'ai choisie. C'est le pas de côté. Parce que s'engager, et ça c'est une phrase que j'aime beaucoup de Xavier, c'est de dire oui, quand je m'engage, je me mets en gage. C'est-à-dire que je vais m'engager, je vais m'investir dans quelque chose, je me mets en gage, je vais peser dans la balance. J'aime beaucoup cette phrase. C'est l'engagement, c'est un talent avec un désir mais qui va nulle part. Et là, c'est comment je vais contribuer à la société, comment je vais contribuer au monde qui m'entoure, puisque c'est ce qui va m'aider à me réaliser, c'est ce qui va m'épanouir. Le travail est là pour nous épanouir. Sans ça, on n'est rien. Et on déprime. Donc en fait, on part du principe que, là j'ai un peu plus loin dans l'analyse, c'est que le talent a été reçu. C'est un don. On doit le rendre. Le contre-don. Le don et le contre-don. Et j'ai reçu des dons, pas tous différents, mais à ma manière, je vais rendre service aux autres et contribuer à notre humanité. Et c'est pas m'engager, je veux être heureux avec ma famille. Non, c'est pas je veux être heureux, avoir une belle maison. Non, c'est un engagement vers les autres. Je réalise à quel point j'ai besoin de me rendre utile. Ça tombe bien, il faut descendre les poubelles. Ça sent le vécu, mon cher Antoine. À tous les jours, ça ne m'étonne pas. Donc à l'inverse du bilan de compétences qui vous dit « Ah ben vous avez ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, c'est un entonnoir, vous avez fait pour ça ». Nous, c'est à l'envers. C'est ouf, on va ouvrir le champ des possibles. Et on va oser rêver, et on va pas penser engagement, on va pas penser métier, on va penser activité, on va penser domaine. Mais le monde a besoin de tellement de choses aujourd'hui, en fonction des... Et il y a forcément quelque chose à faire. Il faut vraiment faire abstraction du métier au début. On va rentrer dans une grande phase exploratoire, pour pas rester sur des a priori, des préjugés ou autres. Parce que je sais même plus ce que je vais dire. Donc effectivement, ce que je voulais dire par ce slide-là, c'est que on ne peut s'engager, parce que l'engagement il est là, et le pas de côté est là, on ne peut s'engager que si et seulement si on a d'abord accueilli son héritage, on a d'abord accueilli ses talents, et on a ensuite accueilli son désir. Et c'est dans cet ordre. Et les gens, et moi-même la première, avec Cathy, dans mon propre accompagnement, j'avais envie d'aller à l'engagement trop vite, suite. Et non, elle me retardait, parce que si vous ne passez pas par ces étapes-là, les peurs vont ressurgir au moment de l'engagement. Et il faut accepter ce temps de transformation, de maturation. Alors évidemment,
Il y en a qui décident, alors ton nouveau boulot. Avant, je bossais pour pas grand-chose et j'étais déprimée. Maintenant, je bosse pour 3 fois rien, mais je dors bien. C'est ça, c'est ça. Alors oui, c'est une bonne transition. Parce qu'on n'est pas, ce que je dis, obligé de changer de métier tout le temps. Je ne suis pas en train de vous dire voilà, que l'avocate va devenir peintre, que le peintre va devenir musicien, que le maçon va devenir plombier. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que... Mais il n'empêche que parfois ça arrive. Il y en a, c'est changer de conditions, de contexte, et parfois ça arrive. Et à ce moment-là, quand on a l'engagement, les gens, ils ont peur. Il y a une angoisse qui est là. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Elle est normale, cette peur, parce que là, vous êtes face à vous-même et vous touchez tellement. Il y a une vocation qui va devoir se réaliser. Et oui, ça fait peur, mais c'est normal. Et on est là, c'est pour ça qu'on vous accompagne. Et le changement de métier, ce que je veux dire, c'est que oui, ça arrive. Et les gens, évidemment, j'ai quelqu'un dans la salle qui était expert comptable et qui devient naturopathe. Ouais, 3 ans d'études, 3 ans de quoi? Mais ça se passe comme une lettre à la poste. Quand la personne est dans ses talents, au moment où elle se remet à chercher de nouvelles compétences, pour le coup, pour acquérir un nouveau métier, ça va très vite. C'est facile, ça va à toute vitesse. Elle avale ses années de naturopathie avec une vitesse incroyable. D'accord? Donc oui, il peut y avoir de la peur, de l'angoisse, c'est pas facile, c'est existentiel, ça touche au cœur. Mais quand vous êtes dans vos talents, les choses, ça marche tout seul. Et on le voit. Moi je suis jeune, mais dans les autres, je peux vous dire, ils sont là, ils sont vieux. Et ils le voient tout le temps. Alors, l'engagement... J'avais une vidéo à vous montrer. Alors, le son n'est pas bon, il est très faible. C'est, vous connaissez tous, c'est Indiana Jones. C'est, oui, c'est Harrison Ford, et c'est le titre du film. La dernière croisade. Non, le dernier, la dernière croisade. Et c'est Indiana Jones qui doit sauver son père. Et rappelez-vous, donc Spielberg a donc filmé ce qui était que l'engagement pour lui, qui est un acte de foi, qu'à un moment donné, il faut y aller. Et c'est cette vidéo que je vais vous montrer, retour en arrière dans notre souvenir. Alors, le son, je peux faire plus fort. Voilà, ce qu'on voit là, là c'est ça l'engagement. L'engagement, c'est la rencontre entre un talent et un désir, qui est illustré par ce film et que je trouve, que nous trouvons parce que c'est quelque chose qui nous, un extrait qui nous plaît beaucoup dans le réseau pour faire comprendre ces choses à nos clients. Alors, quelle démarche on a quand on a fait toutes ces étapes? Un petit mot sur la manière dont on s'y prend avec vous. Vous l'avez commencé à la comprendre un peu, mais clairement, vous reconnaissez qui c'est là? C'est qui ça? C'est un ancien. C'est? Ouais? Socrate. Parce que c'est une démarche magnétique, socratique. C'est-à-dire qu'on ne va ni pousser ni tirer. On n'est ni guide ni coach. D'accord? On ne va pas vous pousser, on ne va pas vous tirer.
On va avancer côte à côte. On va vous accompagner. C'est extrêmement important. C'est la personne qui va se saisir de sa vie. Nous, on ne sait pas. Je ne suis pas dans une situation où on me dit « Delphine, il faut que je sois capable de manager 30 personnes dans 5 mois. » On va démarrer ensemble, voilà, et on va voir où on va arriver. On va peut-être pas arriver au croit, mais on va arriver quelque part, ça je vous le garantis. Mais c'est vous qui allez vous saisir de votre vie et on fait un cheminement avec vous. C'est clairement j'ai envie de dire un voyage, on va être finalement les facilitateurs pour éclore vos talents, votre désir. Et c'est parce que c'est vous qui avez les réponses que ça marche et que c'est énormément d'impact. Alors, c'est ta petite animation supplémentaire avec petite fleur. Alors, j'en ai bientôt fini. L'idée, c'est que c'est oser le pas de côté, oser le bilan de talent plutôt que de parler de bilan de compétences. Ben, nous, on parle de bilan de talent. D'accord? Et ce qui est intéressant, là, parce qu'évidemment, tout le monde se dit c'est super son truc, mais combien ça coûte? Alors, je sais pas, combien ça coûte? Alors, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que c'est éligible au CPF. Pour ceux qui ne savent pas, CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est l'équivalent pour les entreprises, ça s'appelle l'OPCO. Évidemment, on peut faire du financement privé. L'idée, c'est de dire, on a tous, salariés, un compte CPF. Chaque année, votre entreprise, votre patron finance un effort de formation et met 500 € à votre compteur. Ça va jusqu'à 5 000 €. À 5 000 €, vous êtes au taquet. Et vous pouvez faire ce que vous voulez de cet argent, une formation. Vous pouvez aller faire Excel pour les bulles, vous pouvez apprendre du chinois, vous pouvez apprendre l'espagnol, mais vous pouvez aussi vous offrir un bilan de talent. Et vous faire ce cadeau de vous dire, je me finance un bilan pour faire le point avec moi-même, c'est quand même une chose incroyable que quand même notre société permet aux salariés aujourd'hui de faire. D'accord ? De s'offrir de cette capacité qu'a maintenant le salarié de décider lui-même de la formation qu'il veut suivre. Forcément, vous allez devoir choisir dans des formations éligibles au CPF. Nous sommes éligibles au CPF certifié. Alors, on a quoi? Les jeunes. On fait plutôt des diagnostics de talent. À eux, les jeunes, il n'y a pas de CPF, ça commence bien. C'est du financement privé. D'accord? Donc, c'est des diagnostics de talent. Ça va de 750 à 1 000 €. Okay. C'est un accompagnement de jeunes, le prix s'oublie, la qualité reste. Exactement. Voilà, tout à fait. C'est la fourchette dépend de la problématique du jeune, dépend du nombre d'entretiens qu'on a. C'est environ 4 entretiens, c'est pas 8, c'est 4. Évidemment, le jeune, on ne va pas parler de toute sa vie professionnelle, il ne l'a pas encore. Mais on va travailler énormément, il fait tellement de choses. Croyez-moi, on a un bon terrain de travail avec le jeune. Mais l'idée ici, on a souvent des jeunes qui sont en panne, des lycéens avant Parcoursup, ou en panne après Parcoursup. Et puis on a les professionnels, donc les salariés ou chômeurs. Là, pour le coup, le CPF s'active et finance la totalité. Et là, on est de 2 000 à 4 500 €. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai mis 2 000 €? C'est quand, si vous n'avez pas du tout de CPF, financement privé, c'est 2 000. Si vous avez un CPF, c'est 3 200 et 4 500 si c'est votre entreprise qui paye. Il faut payer un peu plus les entreprises, aussi, c'est le privé. Voilà, là-dessus, c'est 24 heures d'entretien quand même. Excusez-moi, 24 heures d'accompagnement. Okay. Donc, il y a beaucoup de temps passé avec vous. Et ça s'étale à peu près sur 5 mois. Et puis on a les dirigeants eux-mêmes, les managers eux-mêmes. Et tout ce qu'on fait sert beaucoup, moi je ne l'ai pas fait, encore expérimenté, mais sert beaucoup au sein du réseau. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui sont très intéressés d'avoir des diagnostics de talents d'équipe. Ils ont un codir, ça fonctionne mal, c'est pas fluide. Reconnaître la singularité des talents de chacun d'une équipe est extrêmement fort, et tous ensemble. Chacun comprend mieux pourquoi il fonctionne comme ça et pas autrement. Chacun est reconnu dans sa singularité et peut prendre appui sur ce qu'il sait faire. Okay? Donc on fait des diagnostics de talent d'équipe, on fait de l'assistance au recrutement. C'est incroyable le nombre de fois qu'on a pu nous demander, on a un poste, la finalité du poste extraordinairement importante, elle est celle-ci, j'ai 5 candidats, aidez-moi à choisir. Aidez-moi à analyser le talent de la personne, son profil véritablement hors compétence. Et ça fait à l'entreprise, c'est pas moi qui vais gérer les compétences, j'en sais rien. Mais on va donner aux dirigeants, aux DRH, un avis sur les talents qui sortent de la personne. Alors là, c'est sur devis, ça va de 900 €. Enfin, c'est pas le nombre de personnes, si vous me disiez qu'il y avait le prix de la voiture, il y a 5 portes, il y a 6 portes, il y a 7 portes, il y en a pas. Mais évidemment, si c'est
L'assistant de recrutement d'une personne, c'est complètement différent de si on est à 10 personnes. Mais c'est un entretien et des questionnaires sur lesquels on va s'appuyer pour clarifier le talent de la personne. Et puis l'accompagnement, la performance, c'est vraiment essayer d'aider. On parle toujours des managers, mais les managers, ils ont des tas de manières différentes de manager. Et c'est de clarifier les managers notamment sur leur manière à eux de manager. Et pourquoi ça marche dans cette situation avec certaines personnes et pourquoi ça ne marche pas. Et dans quelles conditions ça marche et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. C'est extrêmement éclairant. Donc là, évidemment, c'est sur devis. C'est tellement ouvert et dépend du niveau de nombre de personnes qu'on accompagne. Et puis évidemment, nos seniors, les retraités, là aussi on est sympa. C'est que en fait, c'est CPF ou pas, parce que les retraités gardent encore 2 ans après leur retraite leur CPF. C'est quand même à savoir, il y a 5 000 € quelque part qui vous concernent, que vous pouvez utiliser après votre retraite. D'accord ? Et donc vous pouvez, à ce moment ça sera 3 200, sinon c'est 2 000 si c'est financement privé. D'accord ? Et un retraité, c'est du 8 entretiens aussi. Hein. On met 5 mois. Mais ça vous réoriente toute votre étape de vie qui suit derrière. Alors, le premier entretien offert, c'est forcément. Mais ça, c'est pour savoir quand même. On ne vient pas comme ça. Je suis libre aussi vis-à-vis de chacun. Je suis libre vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un qui vient, on a une problématique. On s'explique, on comprend ce qui amène la personne. Et puis moi aussi, je suis capable de dire j'y vais pas avec la personne. Je travaille avec elle, je ne travaille pas. D'accord ? On est libre, hein. C'est vraiment le premier entretien offert, c'est pas qu'une offre commerciale du tout. Il y a des gens qui peuvent arriver complètement fracassés par la vie, et je suis pas psy. Donc on va plutôt orienter, aller voir un psychologue ou autre chose, mais c'est pas moi, on se voit après. Enfin, voilà, c'est important d'avoir ce temps, et c'est un long moment, c'est pas d'entretien de 10 minutes, ok ? On peut passer 1 heure, 1 heure et demie ensemble pour comprendre si ça vaut le coup de travailler ensemble ou pas. Alors maintenant que j'ai dit ça, ce qui m'importe, et c'est notre dernier quart d'heure, on va entendre Xavier Caille. Oui. On va entendre, donc Xavier Caille est le fondateur du réseau Talent et Trajectoire. J'ai vraiment le plaisir d'avoir ici avec moi ce soir. J'ai Antoinette qui est là et qui va nous faire 5 minutes de témoignage d'accompagnement des jeunes. Elle a 10 ans d'expérience dans le réseau et elle adore accompagner les jeunes. Et j'ai demandé à Christophe, qui lui est de Montélimar, de nous faire un petit témoignage de retraités, justement. Parce que ce sont souvent les extrêmes, on se dit, j'y vais pas. Au milieu, on se pense que c'est plus légitime. Mais de chaque côté, c'est très important. Alors, je donne d'abord la parole à Xavier, et il a un micro. On a tout prévu. Si j'arrive, voilà. Voilà. Merci. Là, ça marche. Ça va bien. Bah. Merci beaucoup. Rapidement, ce que je voulais vous dire, c'est que ce réseau, il est le fruit de 2 découvertes, issues de l'observation simplement de la réalité. La première découverte, c'est que nous avons tous des talents. C'est pas un slogan, c'est une réalité que je continue à observer tous les jours, mais qui était à l'origine de la création du réseau. Et la deuxième découverte, c'est que la connaissance de ces talents est un révélateur extraordinaire, je n'ai pas trouvé mieux, des difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre travail, ou au contraire, d'une vraie joie et d'une vraie fécondité qu'on rencontre dans son activité professionnelle. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, il faut que cette découverte, nous la partagions partout en France, et ça voulait dire créer un réseau, donc c'est ce que j'ai fait en 2008. Donc nous avons 16 ans d'existence, il y a aujourd'hui 18 cabinets, nous fonctionnons en franchise. L'intérêt de la franchise, c'est de permettre à des personnes de créer leur propre structure alors qu'ils ne se sentent pas forcément au départ une âme d'entrepreneur, en tout cas pour créer tout seul. Et le franchiseur est là pour soutenir, former au départ, il y a 1 an de formation, soutenir sur la partie commerciale, sur la partie métier, et puis simplement soutenir dans les relations qu'on a au quotidien. Ce que je voulais vous dire également, c'est que pour moi, c'est une immense joie d'avoir l'équipe que vous avez vue. Enfin, vous avez vu une petite ou une grande partie de l'équipe. Mais franchement, je salue leur engagement. D'ailleurs, s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils sont pleinement engagés dans leur métier. Il y en a d'ailleurs qui se sont un peu cachés derrière, là, je vois.
Mais ils sont aussi pleinement engagés les uns avec les autres. Voilà. Il y a une dimension d'équipe, de soutien d'équipe qui est extrêmement importante et qui fait que nous avons cette chance de vivre ce que nous proposons. C'est-à-dire que je pense que nous sommes heureux au travail. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes en plein développement, puisqu'on recrute entre 5 et 8 nouveaux franchisés par an. Et donc, n'hésitez pas à le faire savoir et on sera ravis d'accueillir de nouveaux candidats. Voilà. Merci. Je laisse la parole à Antoinette. Tu peux monter sur l'estrade. Voilà, c'est ça. Tiens, voici. Alors, bonsoir. Alors, moi, je suis un peu frustrée de vous donner un exemple parce que les jeunes, c'est vraiment mon cœur. Et donc, voilà. Je vais vous donner un exemple de jeune. C'est Baudouin qui est arrivé. J'ai déjà accompagné ses 2 frères, donc il est le 3e, et il faut savoir qu'il a un frère jumeau. Il a 21 ans, il est en fin de 2e année de sciences politiques, et il me dit clairement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je pense que c'est bien que je fasse une licence. D'accord. Et puis on travaille un peu, il me dit, mais je ne sais pas ce que je vais faire après ma licence. Je vais faire peut-être un master, mais je ne sais pas quoi. Et je dis, ok, donc ça c'était le premier entretien. Et puis je découvre dans son héritage, avec son frère jumeau, que j'ai eu en accompagnement avant, et il dit, ben moi je voulais faire comme mon frère, qui s'appelle Mayol. Lui, il veut être gendarme, alors moi j'ai pas osé lui dire que je voulais être gendarme, je lui ai dit que je voulais être douanier. Donc je vous donne des petites choses comme ça, mais voilà, on a avancé petit à petit avec Baudouin. Et moi j'ai quand même été creusée dans ces expériences extra-professionnelles. Bon, il est scout. Je dis, qu'est-ce que tu faisais en tant que scout? Il me dit, j'étais nulle pour animer les veillées, je n'ai pas beaucoup de créativité, mais tout ce qui était un peu construction et tout ça. Et puis on a fait un raid avec des vélos, et puis voilà. Donc je glane, tout ça. Et puis on arrive au talent, et là, Baudouin découvre qu'il a un talent qui n'est pas comme ses frères. Alors déjà pour lui, ça a été en même temps libérateur et en même temps paniquant. Pas comme son frère jumeau, il se sent comme des gouttes d'eau. Hein. Je vous assure que j'ai les 2 en face de moi, je ne sais pas qui est quoi. Il y en a un qui est un peu plus fort quand même. Voilà. Et là, il y a comme une prise de conscience pour Baudouin. Et il me dit, on va se revoir, mais pas dans 15 jours, dans 3 semaines. Je dois assimiler tout ça. Parce qu'il avait postulé pour faire la même école de sécurité que son frère, pour après devenir gendarme et faire un concours. Enfin, vous voyez, des espèces de trucs comme ça pour arriver à ce qu'il voudrait. Voilà. Je retrouve notre Baudouin pour approfondir, pour qu'il se pose la question de son désir. Et là, j'ai jamais vu un truc aussi clair. Et c'était bam, bam, bam. Et il se disait, et moi je voyais cet homme se transformer, ce jeune homme devenir un homme face à moi. Voilà. Et je voulais juste vous dire qu'il a décidé de ne pas faire ce qu'il voulait faire, mais de s'orienter vers la construction du bois pour pouvoir faire des charpentes avec les compagnons. Voilà. Je voulais juste vous donner un petit peu ce qu'il m'a dit dans son email, le dernier email, parce que ça représente un peu qui est Baudouin et qu'est-ce que cet accompagnement lui a apporté. Je vous lis pas tout. Voilà. Cet accompagnement m'a permis de savoir
ce que je veux devenir, mon changement radical de vocation, qui s'explique par le fait de savoir qui je suis et ce qui m'anime, mais aussi qui je suis pour les autres, être en paix avec moi-même, mais aussi en paix avec le regard des autres sur moi, qui était faussé par qui je voulais être à ses yeux. Je ne sais pas encore tout à fait où je vais, néanmoins je sais vers où aller. Et c'est déjà énorme, car ce chemin parcouru est fait alors que je n'ai que 21 ans. J'ai l'impression que ce parcours m'a permis de faire un bond énorme vers l'avant, vers mon avenir, mais aussi vers ma vie d'adulte. Je me sens prêt à être qui je dois être dans un monde du travail, et ça, je ne le pensais même pas envisageable avant de débuter avec vous. Ça m'a permis à m'aider à prendre mes responsabilités, à devenir un adulte, non pas par mon âge, mais aussi surtout par les choix que je pose et que je vais poser dans le futur. Grâce à ce parcours, je sais donc qui je suis et vers où je me dirige, et ça n'a pas de prix. Super. Avant de passer la parole à Christophe, le dernier témoignage, je voulais juste vous dire que les CIO, quand on envoie tous nos jeunes vers les CIO, on pense qu'on va les aider. Les CIO, ils ont 15 minutes par étudiant, par lycéen. 15 minutes. Et en fait, les CIO adorent travailler avec nous parce que finalement, l'élève, le lycéen, l'étudiant, au lieu d'arriver en disant qu'est-ce que je peux faire, il arrive là, je suis ça. Mon talent, c'est ça. Maintenant, vers quoi, quelles sont les formations qui peuvent répondre à ça? La réponse, moi je ne l'ai pas, je ne sais pas les formations qu'il y a. Mais au moins l'enfant arrive en disant, voilà qui je suis, maintenant aidez-moi. Dans les 15 minutes, là au moins il y a des choses vraiment efficaces qui peuvent se produire. Christophe, à toi. Dernier témoignage sur les retraités. Merci Delphine. Voilà, on a commencé par les jeunes, on finit par les retraités, tout va bien, c'est la loi naturelle. Merci Delphine de me permettre de témoigner sur des accompagnements de retraités. Je suis là aussi pas très très loin de la retraite, comme peut-être un certain nombre d'entre vous. Et je reprendrai deux choses que tu as dites. L'homme est fait pour travailler, effectivement, mais il y a des travaux qui peuvent être marchands et d'autres non marchands. Et lorsqu'on parle de travail, on parle d'activité de transformation du monde, et nous pouvons, et tu l'as rappelé, transformer notre monde par le bénévolat, par une activité non marchande. Donc ça, c'est extrêmement aussi intéressant de se rendre compte de ça. Et la deuxième, c'est effectivement, dans nos accompagnements, nous allons toucher des questions, et tu l'as dit, existentielles. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Tu l'as dit aussi. À quoi je sers? Et je désire, je veux me rendre utile. Et c'est vrai qu'il y a des étapes dans nos vies où nous avons besoin d'être accompagnés pour préparer la future étape, et la retraite en est une. Alors je vais vous livrer deux témoignages. Le premier, c'est Bernard. Bernard, 62 ans, retraité de l'éducation nationale, qui a été prof et qui a été directeur. Et tu parlais de burn-out, il s'est tellement donné qu'il est sorti épuisé. Et donc je reçois Bernard et je lui demande quelle est votre demande, etc., etc. Et il me dit, moi je souhaite bénéficier d'un accompagnement pour m'aider à discerner ce que je voudrais faire de ma retraite. Ce n'est pas forcément un travail rémunéré, mais c'est une activité. Alors je vous cite Bernard. J'ai découvert une démarche et un parcours centré sur la personne, sur ses talents, sur le plaisir qu'il y a à les déployer et à être reconnu à travers eux, tu l'as souligné, une des qualités, un des principes, une des singularités du talent, et qu'il doit être nommé par quelqu'un d'extérieur, puisque nous, tu l'as bien rappelé, nous ne nous en rendons pas compte. J'ai été marqué par la finesse de l'analyse. Très bien. J'ai été confirmé dans mes capacités et mes motivations profondes, par exemple enseigner en m'adaptant. Les conclusions sur mon tempérament, tu l'as dit, nous travaillons également sur les tempéraments, ont mis en évidence que je devais dans mes activités fuir certains types de stress. Donc tu as parlé effectivement de secteur d'activité. Donc l'importance de se connaître, tu as cité Socrate, Gnotis et Automne, connais-toi toi-même. Fuir certains types de stress et prendre le temps de chercher à coller au plus près de mes élans. Voilà. Donc être effectivement unifié dans ce que je suis. J'en suis ressorti enrichi, éclairé sur la manière dont j'avais envie de vivre ce nouveau temps libre, sur ce que j'avais envie de donner aux autres.
tu l'as rappelé aussi, ça c'est le désir fondamental de l'homme d'être utile et de donner. Et aussi sur les raisons de mes déceptions par rapport à certains engagements passés. Donc ça aussi c'est extrêmement important. J'avais été voir aussi un autre retraité en lui demandant un petit témoignage. Il me dit, écoute Christophe, t'es bien gentil, mais je suis retraité, ça ne va pas te servir à grand chose. Mais j'ai dit, écoute, on essaye, c'était à l'époque où il fallait trouver des cobayes, donc voilà, j'ai été le voir. Il a eu la gentillesse de répondre. Et après, je lui dis, mais François, qu'est-ce que tu en as retiré? Il dit, ah, mais ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choix que j'ai fait durant ma vie professionnelle. Donc voilà, c'est aussi important d'avoir ce petit regard dans le rétroviseur. Ces entretiens m'ont permis de faire une pause mentale profitable pour prendre les bonnes décisions au bon moment et pour bien vivre ma retraite. Donc c'est sa femme qui est ravie. À la suite du bilan, j'ai stoppé mes engagements, parce qu'il y avait plein de trucs, et réorganisé mon temps libre en prenant du recul, du temps pour redéfinir mes priorités et coller au plus près de mes centres d'intérêt. Par exemple, parce que ça passe par des choses tout à fait concrètes, le bricolage, l'aménagement de la maison, la photographie et le chant. Quand on voit Bernard, on ne se dit pas que c'est un chanteur, quoi qu'il ait un physique de Pavarotti. 8 mois après, je suis moins stressé et je me sens aussi utile qu'avant. C'est génial, parce que tu le rappelais, quand on travaille, on a un rôle social, bien sûr. Et le départ à la retraite, surtout pour les gens qui ont des grandes responsabilités, je disparais un petit peu des radars. Donc, l'orgueil en prend un coup, mais c'est bon pour l'humilité. Voilà. Je me sens aussi utile qu'avant, tout en œuvrant dans un domaine qui m'intéresse. Tant mieux. Par exemple, rendre service à ma paroisse en couvrant les événements au niveau photographique. C'est découvert mission de reporter, une aide ponctuelle à la collecte des denrées alimentaires au Resto du Cœur. Voilà, petits exemples. Arrêtez, parce qu'on est... Ah d'accord, il y avait Bénédicte. Bénédicte, vous posez une question sur Bénédicte parce que je vais me faire attraper pour le buffet après. Je voulais mettre fin, mais merci, vraiment merci. Parce que je me fais attraper en ayant des télé serrés. Merci bien Christophe. Donc en fait, on est fini. Je voulais juste prendre le temps, justement, de dire merci. Il y a des merci professionnels et il y a des merci personnels. Vous avez ici Astrid, parce que Astrid, c'est une grande amie depuis 10 ans qui est créative. Tous les visuels, les logos, c'est avec elle que je les travaille. J'ai perdu les DPD. C'est... voilà. Mais sans Astrid, tout ce que j'ai créé avec les J-Sway, tout ce qu'on fait ensemble n'aurait pas lieu. Donc, je voudrais remercier Alexandra qui m'a vraiment aidée dans l'organisation logistique de cette conférence. Merci Alex, vraiment c'était super. Merci. Isabelle Fleurisson qui n'est pas là, qui est une femme avec qui j'échange beaucoup d'idées, je teste ma créativité avec cette femme qui est une créative, une plume dans la presse. Et puis il y a des remerciements personnels que j'aimerais faire. Mon chéri, parce que franchement... il m'a toujours encouragée dans ma conversion, il m'a toujours aidée et il faut du courage. Il y a le moment, le passage de l'autre, quand vous avez comme quelqu'un qui te pousse derrière et qui te dit vas-y, ça aide. Donc merci. Et puis il y a quelqu'un ici qui dit pas, fais pas beaucoup de bruit, c'est Blandine, ma tante, qui est une tante que j'adore et qui m'a aidé à monter mon bureau, à faire de l'Ikea, à peindre, à tout. Si j'avais pas eu cette aide, alors que je venais de perdre maman, c'est pas facile. Merci Blandine, parce que vraiment c'était mettre le pied à l'étrier dans la réalité alors que je sortais d'un décès pas simple. Et puis enfin, la petite maman, parce que j'avais envie de vous la montrer, parce que je crois que quand même c'est grâce à elle que j'ai tout ce côté entrepreneurial, créatif et gai, et c'est bien à elle que je le dois. Donc je voulais lui dire bonjour avec vous. Donc, voilà, donc maintenant, on va pouvoir aller se restaurer. Enfin, on a peut-être des questions, pardon, parce que je veux, pardon, les questions. Je suis sûre que vous avez des questions auxquelles, justement, le réseau peut répondre. C'est toujours compliqué, la première question. Quand les gens s'engagent et viennent prouver leur engagement, vous les accompagnez dans des formations ou là, c'est pour prouver leur propre... Alors, c'est la réponse, c'est oui et non. Ils se débrouillent, mais on les suit pendant un an. C'est-à-dire qu'en fait, on les suit, ça dépend en fonction de la demande. Ça peut être, le dernier rendez-vous peut être découpé en plusieurs... un rendez-vous de 2 heures peut être découpé en plusieurs rendez-vous d'une demi-heure. On les suit, on fait avec eux le bilan des rencontres qu'ils font pour dans l'exploration des nouveaux domaines d'activité où ils veulent être, et on est disponible pendant un an.
Voilà. Mais par contre, si la question c'est est-ce que je leur donne un stock d'idées, de métiers, non, c'est eux qui partent en phase exploratoire, qui se saisissent de leur vie, qui y vont. Mais par contre, on est là en soutien pendant un an, ça c'est sûr. Une autre question? Aussi, des questions. J'étais très claire, mais quand même, pas à ce point-là. Ils ont faim en fait. Ils ont faim, mais oui, c'est pour ça, je sais. Vous avez faim? Bon, vous pouvez nous poser. Ah, il y a une question là-bas. Vous pouvez poser des questions au buffet. Là. J'ai vu que vous aviez plusieurs témoignages, vous nous avez fait profiter. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, enfin, vous avez vraiment des retours d'expérience après, sur le long terme? Ah oui, de gens qui se sont engagés et qui sont heureux, épanouis. Quoi? Trop tard. Je me dépêche, j'avais promis. Xavier, tu veux répondre? 18 ans de réseau, tu peux. Est-ce que les retours sur investissement, quand je te l'ai vu, ça va venir, ça va venir. Si, touche pas, ça va venir. Voilà. Oui, on a des retours. Déjà, on propose des rencontres à peu près tous les 2-3 mois pour toutes les personnes qui ont été accompagnées dans une région. Aussi pour qu'il y ait une entraide entre les personnes qui ont été accompagnées. Et donc on a pas mal de retours sur la longue durée. Après, c'est évidemment extrêmement variable. Il y a des personnes qui mettent en œuvre tout de suite, avec une énergie, un engagement extraordinaire. Il y a des personnes qui mettent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui commencent par revenir dans ce qui est un peu à l'opposé de leur talent. Nous, il faut qu'on accepte ça, on n'est pas à leur place, et qui reviennent après. Moi, j'en ai eu plusieurs. Il y a quelqu'un qui a dit on n'échappe pas à ses talents. C'est une réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment une valeur sûre. Et quand on est à l'opposé de ses talents dans son job, c'est clair qu'on va le sentir un jour ou l'autre. Mais la vie n'est jamais finie, on peut toujours rebondir. Et donc on a ces suivis, c'est extrêmement intéressant de suivre ça, bien sûr. Bien sûr. Une autre question? Moi j'en ai une. Quand tu as pris la décision d'arrêter avec les Gisoué et ton ancienne structure, dans laquelle tu étais très impliquée, est-ce que tu avais une idée? Aucune. Aucune. C'est pour ça que c'était angoissant. C'est que j'avais démissionné, j'avais pris cette décision, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je ne savais même pas si j'allais travailler dans l'entreprise, mais aucune. Et l'idée m'est venue que d'abord j'ai pris 3 mois de vacances, en me posant, et puis après quand j'ai rencontré Xavier, après il y a eu 5 mois d'accompagnement. Et l'idée, elle est venue à la fin. Je n'avais aucune idée. Et je sais que plusieurs fois, j'avais Sébastien qui me retourne moi. Je dis, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir une idée? Est-ce que ça va venir? Je dis, mais laisse, ça va venir. Applicatif, toujours. Delphine, de temps long, l'essai, de temps long. Et un jour, ça a été soudain, il y a des déclics. Tout au long de l'accompagnement, j'ai eu des déclics. Et des clics qui sont des moments complètement différents les uns des autres, en suivant les accompagnements. Des clics sur un talent, des clics sur les conditions, mais voilà pourquoi ça ne marchait pas. Mais oui, mais c'est vrai ça j'aimais bien faire ça, j'ai oublié que je faisais ça. Il y a plein de clics qui jouent, puis à un moment donné, c'est un peu, puis ça se met en place. Et voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est la confiance qu'a l'accompagnateur avec vous. Il n'est pas devant, il ne pousse pas, il est à côté, mais du coup, vous êtes en confiance. Et ça, c'est très important. D'autres questions? Bon, on va aller manger. Alors, est-ce que tu as Je vous salue. Merci. Ah oui, alors, première annonce. Nous avons trouvé un téléphone dans les toilettes. J'aurais dû le dire au début. Elle n'a rien écouté de la séance. Delphine, est-ce que tu as parlé des plantes? Non, alors justement, en partant, vous avez un livre blanc qui va vous être remis. Et surtout, vous partez avec une petite plante, ça s'appelle une mini-plante, c'est une petite cactée que je vous offre parce que ça pique pas, ça grandit, ça grimpe à sa vitesse. Et voilà, et soit vous la gardez pour vous, soit vous la donnez à quelqu'un qui est un peu en panne et qui aurait peut-être envie de frapper à la porte. Voilà. Envie, voilà, envie, dans le vivant. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup et puis on continue dehors.